Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir dans des circonstances graves. Vous avez tous suivi hier que le soir de Noël a été marqué par cet attentat qui a touché à la ville de Béni. Des compatriotes sont morts dans des circonstances macabres. Et donc ce soir, nous avons parmi nous le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il séjournait ici dans le cadre de la conférence de gouverneurs et il était encore à Kinshasa pour d'autres réunions sur l'état de siège et les opérations conjointes qui se déroulent dans cette partie du pays. Et donc c'est avec lui que nous allons passer en revue la question spécifique des attentats, à savoir ce qui s'est passé. Et bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, la situation, les derniers bilans que nous avons récoltés ce soir fait état de 8 compatriotes décédés, dont un officier de forces armées de la République démocratique du Congo, capitaine à la 22e brigade, qui était avec son épouse et son enfant au restaurant. Tous ont perdu la vie. Les services de sécurité et les corps médicaux ont dressé un bilan provisoire établi pour le moment à 20 blessés, à la suite donc de l'explosion qu'il y a eu hier, parmi lesquels on a dénombré 2 jeunes filles, 2 jeunes garçons, 2 dames fracturées au niveau de membres inférieurs, 2 autres dames blessées graves, le bourgmestre de la commune de Rwenzori, le bourgmestre adjoint de la commune de Moulekera. Tous ces blessés reçoivent des soins médicaux depuis hier, ceux qui étaient respectivement à l'hôpital de Niakoundé, La Brèche et la clinique de la police nationale congolaise ont été transférés ce matin à l'hôpital général de Béni. À l'heure actuelle et depuis hier soir, vous pourrez peut-être voir les images un moment, les services de sécurité poursuivent la fouille des débris pour identifier avec exactitude les types d'engins qui avaient été utilisés et pour essayer justement de remonter la filière et de déterminer les origines. Mais déjà, une attaque de cette ampleur organisée le jour de Noël, vous savez bien à quel type de menace nous faisons face. C'est donc une attaque terroriste islamiste. Le président de la République a condamné avec la dernière énergie l'attentat qui a occasionné les décès de ses concitoyens. Il y a eu l'occasion de revenir dessus à l'occasion de son adresse à Kabe et à Kamanga. Et donc avec lui, comme le gouvernement, nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées et nous leur témoignerons la solidarité qu'il faut pour les accompagner dans ces moments de dures épreuves. Nous voulons ici saluer l'élan de solidarité que nous avons vu des compatriotes exprimer à l'endroit des amis et des frères qui sont dans cette partie de Béni. Le gouvernement tient à leur assurer que toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions assurer, pour ceux qui en ont besoin, une prise en charge psychologique en des circonstances d'une telle gravité. Cet attentat ne vient pas dissuader les forces de sécurité qui sont déjà à l'œuvre dans cette partie du pays. Le gouverneur militaire à ma droite aura l'occasion de vous dire que nos services étaient avisés parce que dans le modus operandi des ADF, lorsqu'ils sont acculés dans leurs bastions respectifs, ils s'en prennent à la population à travers ces actes désespérés et d'une rare violence. Le gouverneur aura l'occasion de revenir d'ici et de dire d'autres mesures supplémentaires qui ont été prises ou renforcées. Nous invitons la population à ne pas céder à la panique, à la manipulation. Elle doit par contre continuer à vaquer librement à ses habitations, à ses occupations. C'est ce qui a été fait aujourd'hui parce que la vie doit continuer, même si les terroristes ont frappé, mais il faut qu'on continue à vivre avec cet ennemi. Et pour mieux vivre avec cet ennemi, il faut suivre scrupuleusement les mesures sécuritaires qui sont annoncées. Et donc voilà, c'est à travers ces mots que nous allons commencer cet échange. Avant que je ne passe la parole au gouverneur, je tiens à rappeler que ces actes de lâcheté et de brutalité ne vont nullement ébranler l'engagement du président de la République et du gouvernement, encore moins la détermination de nos forces armées, de nos services de sécurité à combattre jusqu'à la dernière énergie tous ceux qui troublent la paix partout
en République démocratique du Congo. Voilà en mots introductifs. Je voudrais donc, Monsieur le Gouverneur, vous saluer et vous remercier de participer à cet exercice de redevabilité dans un moment qui est grave. Vous deviez déjà repartir dans la province du Nord Kivu, mais nous vous avons gardé spécialement pour que nous puissions, avec vous, fixer l'opinion et rassurer davantage nos compatriotes sur les actions et les initiatives que vous prenez en charge pour garantir la sécurité. Je voudrais donc vous passer la parole pour nous annoncer ou nous rappeler les mesures sécuritaires que vous avez prises. Je vous en prie, mon général. Merci, Excellence, pour la parole. Permettez-moi d'adresser ma profonde tristesse et aussi ma colère à toute la population du Nord Kivu, mes administrés en général et plus particulièrement ceux du territoire de Béni et Béni territoire et ville qui est aujourd'hui endeuillé. Colère pourquoi je recommande aussi à la population et les encourage de ne pas céder. Et nous ne céderons pas, je connais notre population qui s'attache fortement à leur terre. Je crois qu'ils ne laisseront pas faire ces ADF terroristes qui font tout pour créer la terreur pour que notre population cède leur terre. Excellence, dans les villes et les agglomérations, les grandes agglomérations, nous avons pris des mesures de sécurité suivantes. La constitution des unités des FARDC et de la police destinées à la défense des villes et des agglomérations importantes. Vous venez de le dire, Excellence, les ADF terroristes qui sont traqués dans les profondeurs aujourd'hui, ils vont toujours, nous devons nous attendre à cela, revenir dans les agglomérations pour s'aimer davantage la terreur. Constituer des checkpoints pour contrôler les mouvements des personnes et des biens. Ce que nous le faisons et nous allons le renforcer. Ce qui a permis d'appréhender plusieurs terroristes et des quantités d'explosifs avec leurs transporteurs. Organisation de bouclage qui ont permis d'arrêter plusieurs bandits à main armés et la saisie des armes de guerre et de plusieurs produits prohibés. Organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Ce que nous le faisons et nous devons le renforcer. Mise en place du couvre-feu. Nous savons, nous disons à notre population de subir cette restriction, c'est pour leur bien. C'est pourquoi nous allons durcir encore le couvre-feu qui est déjà en cours dans la ville de Béni, qui était de 21h, nous allons les ramener à 19h. Nous le faisions par avant de cette façon. Et pour les villes de Butembo, de Goma et les autres villes, nous ramenons à 20h. Sur le plan opérationnel, renforcement des opérations sur le terrain à travers les deux secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Je vous annonce, Excellence, que nous avons reçu du commandant suprême le renfort en unité de canines qui va nous aider à pourchasser, à suivre le terroriste ADF dans les profondeurs, dans la forêt, et aussi voir, découvrir les explosifs si l'on peut en avoir, parce que sur le terrain, nous faisons face à beaucoup de pièges par des engins explosés. Voilà, voilà, Monsieur le Gouverneur, je crois que vous avez brièvement rappelé les mesures qui ont été prises, notamment ce soir le renforcement, le durcissement de couvre-feu, la multiplication de patrouilles pédestres, des checkpoints pour nous assurer. C'est dû à la période, parce que c'est une période des fêtes où les personnes se retrouvent en famille, et donc c'est les moments propices que choisissent les terroristes pour attaquer les populations. On va prendre quelques questions. On va commencer par l'avenir.
Merci, Excellence, pour la parole. Je vais poser une petite question à mon général. Vous venez de dire que vous avez pris beaucoup de mesures et la menace en question, vous avez déjà été annoncée. Pourquoi alors avoir accepté que les populations se retrouvent dans une boîte de nuit? Pourquoi avoir accepté cela aussi longtemps que vous connaissez très bien que la menace était permanente? Est-ce une erreur ou bien vous avez minimisé la menace? Je voudrais aussi poser une petite question au ministre en charge de la communication et des médias sur une parole prononcée par le chef de l'État qui a été à la base de la polémique. C'est la fameuse phrase « Nous dimanche Yamoumène ». Je voudrais que le ministre donne, s'il peut nous donner un vrai entendement afin de dissiper la polémique qui s'est répandue au sein de la population. Merci. Merci. Je crois, avant que le général ne prenne la parole, je voudrais revenir sur l'heure à laquelle cet attentat s'est produit. C'était entre 19h et 20h. C'était le jour de Noël. Et donc, on prend des mesures pour garantir la sécurité, mais les mesures que l'on prend, ce ne sont pas des mesures qui visent à étouffer des populations qui vivent déjà sous beaucoup de pression. Et donc, les terroristes, ils pouvaient frapper dans une maison, ils pouvaient frapper partout. Et d'ailleurs, le général peut-être le dira mieux, c'est parce qu'il y a eu de la vigilance dans la population que ces mouvements suspects ont été remarqués, qui s'est fait exploser à l'extérieur et pas à l'intérieur, ce qui aurait pu occasionner plusieurs menaces. Mon général, vous pouvez répondre à la question. Et cela, vous avez donné la réponse. Le terrorisme, c'est un combat de tout le monde. Et dans les pareilles circonstances, nous ne pouvons pas dire que nous étions informés. Non. Vous voyez, c'est lui, le terroriste, qui, vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ces morceaux qu'on a vu, ce qu'on peut voir, c'est la tête, qu'on a vu ces porteurs d'engins. C'est comme n'importe quel citoyen qui se promène. Mais lui, particulièrement, il était déguisé un peu, on l'a vu un peu bizarre comme un fou, se présentant devant cette terrasse. Nous le faisons toujours avec notre population. C'est grâce donc à la vigilance des vigiles de cette terrasse qui l'ont interpellé et directement il a actionné l'engin. Ça, c'est le terrorisme. Il n'a pas un fond où il n'a pas... C'est comme un voleur qui vous surprend. Donc, c'est dans ce sens-là, nous n'étions pas informés qu'à tel jour, peut-être qu'il aura ça, non. Nous avons déjà connu ça au mois de juin, heureusement. Et pour cette église-là, c'était avant l'entrée des fidèles. Nous avons connu ça, c'est lui qui a fait exploser au rond-point. Il cherchait donc à aller vers là où il y a plusieurs personnes. Et aujourd'hui, vous avez vu que nous avons connu cette explosion à l'entrée du bar. Son Excellence vient de le dire. S'il pénétrait à l'intérieur, nous serions encore très touchés par cette déflagration parce que c'est à l'intérieur du bâtiment. Merci. Voilà. Bienvenue Marie Makoumania. La question s'adresse au général. Avez-vous pu identifier ces terroristes? Est-ce qu'il est dans votre base de données? Merci. Merci pour la question. C'est peut-être un secret, nous avons quand même les bases de données. Et je venais de dire que nous avons vu que des morceaux, on a vu sa tête, et qui ressemble avec le concours de notre population. On doit savoir, est-ce que lui, il vit dans la ville? Apparemment, c'est comme si cette tête-là ressemblait à un étranger. Nous nous connaissons quand même. Nous sommes sur ça. Et cela va être déterminé. Mais c'est difficile justement d'arriver à établir ou à retracer l'identité de l'assaillant parce que son corps a été totalement déchiqueté. Et donc, mais les services appropriés, la police scientifique notamment,
qui a été appuyé par l'unité anti-mine de la MONUSCO, sont en train de travailler. Je crois qu'on pourra avoir des indications, mais je voudrais ici rappeler que vous avez déjà suivi dans plusieurs de nos communications. Nous avons dit que les ADF étaient de plusieurs nationalités. Vous avez vu qu'on a arrêté des Jordaniens ici, des Jordaniens, des Somaliens, des Éthiopiens, des gens qui viennent un peu de partout, plus d'une dizaine de nationalités. Donc ce soir, on ne sera pas en mesure de vous dire avec exactitude la provenance, les identités. C'est pour ça que les enquêtes doivent continuer, notamment dans les traces ou les résidus des explosifs. Peut-être que ça peut donner des éléments à nos services qui sont habilités. Prochaine question, Félix Matuidi, et puis ce sera Pascal Olenga. Merci pour la parole. Je commence d'abord par le gouverneur du Nord Kivu. Avant d'arriver à Goma pour la prise de vos fonctions, vous avez prononcé une phrase en lingala, « Eloko nini oyo esilakate ». La population avait vraiment salué cette phrase. 7 mois après, on vous sent un peu fatigué. Est-ce par rapport à l'insécurité qui continue toujours dans la province du Nord Kivu? Et si vous avez demandé de vous évaluer, comment allez vous-même vous évaluer? Et aussi, l'explosion à la bombe remet en cause l'efficacité de services de renseignement militaire à déjouer tous ces projets de terroristes. Quelle est votre réaction? Et la dernière question au ministre, le président uruguayen a séjourné à Goma, mais on en parle de moins en moins. Est-ce que pouvez-vous éclairer l'opinion par rapport à son séjour? Merci. Je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour qu'on reste dans le sujet de la conversation de ce soir. Évidemment, la question de mon ami sur les propos du président, nous pourrons y revenir à la fin. Mais je pense qu'il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement du terrorisme. Même dans les pays les plus sécurisés au monde, les États-Unis, ils sont frappés. Mais cela ne remet pas forcément en cause tous les dispositifs. Parce que les terroristes peuvent être n'importe qui et qui peut frapper à tout moment. Je crois qu'ici, peut-être que le général vous dira, on ne peut pas vous donner les nombres des attentats ou des attaques qui ont été déjoués. Parce que généralement, lorsque cela arrive, ça procède de l'ordre normal des services de sécurité de contenir ces différentes menaces. Mais lorsque cela arrive, c'est une alerte supplémentaire, mais cela ne signifie pas forcément que le mécanisme a failli, parce que les terroristes, ce n'est pas une guerre classique. C'est pour ça que c'est une guerre complexe et qui doit être combattue avec une mobilisation et une vigilance de tous. Mon général. Et Excellence, Eloko nini esilakate, je crois que c'était une interpellation aux Congolais aussi et à mes compatriotes du Nord Kivu. Vous êtes sans ignorer que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans cette situation, dans ces cycles de violence. Et ça ne doit pas prendre fin. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de ramifications concernant la situation sécuritaire qui est maintenant à l'Est. Et cela demande une approche globale, que ce soit politique, économique, notre population. Et tout le monde doit être interpellé pour que tous nous parlons le même langage devant cette menace. C'est une partie de la République qui est menacée. C'est toute la République qui est menacée. Donc, c'était une interpellation et que nous devrions faire face à cela pour que, cette fois-ci, qu'on mette fin à cela. Vous me sentez fatigué depuis 6 mois. Non, nous ne sommes pas fatigués. Nous continuons à remplir loyalement et fidèlement notre mission assignée, c'est-à-dire la neutralisation des groupes armés locaux et aussi la neutralisation des forces négatives étrangères qui écument notre territoire. C'est notre mission et qui se poursuit normalement. Vous ne savez pas, ce sera trop long pour que je donne en tout cas des bilans, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, tout ça. Mais nous sommes fatigués. Nous sommes en train de faire notre travail. Je venais de vous dire que
de la montée en puissance de notre armée continue. Nous sommes sur le terrain et les unités commencent à être renforcées, les moyens continuent à être renforcés, tout cela pour mettre en application les opérations. Et vous me dites aussi sur le plan économique, non, nous sommes gouverneurs des provinces, nous avons aussi la conduite des opérations, mais aussi l'administration du territoire, avec tous les projets de la province qui doivent se poursuivre normalement. Et ça, c'est notre population qui doit nous juger, parce que dès notre entrée, nous avons aussi fait beaucoup de choses, que ce soit sur le point de vue des structures, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sanitaire, de la jeunesse, ainsi de suite. Et nous sommes en train de travailler comme gouverneur à part entière, en dehors de la conduite des opérations. Nous ne sommes pas fatigués. Voilà, Pascal Mulegua. Et puis ce sera Oscar Mbal. Merci. Je pose ma question au lieutenant général Constant Ndima. Mon général, pour fabriquer une bombe explosive, pour enfiler les gilets, c'est déplacer avec, débarquer devant une terrasse. En tout cas, c'est tout un processus. Vous avez échappé à la question de mon collègue. Y a-t-il des failles dans les dispositifs mis en place? Parce que vous nous parlez des patrouilles, vous nous parlez des checkpoints. Pourquoi est-ce que cela n'a pas aidé à prévenir en fait cet attentat? Monsieur le ministre, vous parlez en fait d'une attaque terroriste et puis vous avez ajouté islamiste. Que voulez-vous insinuer par là? Est-ce que la RDC est-elle sous la menace de Daesh qui est la communauté islamique? Peut-on lier les deux? Merci. Mon général va me compléter, mais c'est tout ce que nous disons tous les jours. Vous avez suivi depuis de longs mois que l'ADF a fait allégeance à l'État islamique. Et d'ordinaire, les ADF sont connus, nous connaissons leur foi, sans vouloir aller dans la stigmatisation. Et vous regardez le jour où cet attentat s'est produit, vous regardez le jour, les lieux où l'attentat du 27 juin s'était produit, vous avez la réponse. C'était dans une paroisse. Mais qui peut s'attaquer à une paroisse un dimanche matin, le jour de Noël où tout le monde célèbre la nativité? Qui peut avoir une idée de cette nature-là si ce n'est pas quelqu'un qui a été recruté et qui a été bardé de matière pour faire du mal? Donc je crois que par rapport à la nature de l'attaque et par rapport aux circonstances qui ont précédé cette attaque, nous ne pouvons arriver qu'à cette conclusion. Pourquoi? Parce que avec l'armée ougandaise, nous avons commencé des opérations sur terrain. Vous avez suivi, vous avez vu les images, que les bastions, par bastion, peut-être qu'on vous partagera les photos des bivouacs pour voir à quoi ça ressemble. C'est des camps d'endoctrinement, des formations qui ont été touchés en plein cœur et qui le seront davantage. Parce que ces terroristes se réfugient dans la forêt, dans des zones qui sont difficilement accessibles. Vous avez vu que après les débuts des opérations, il y a eu des travaux, des génies qui ont été effectués pour ouvrir justement les voies et permettre aux forces de sécurité d'arriver sur des sites qui ont été identifiés par des renseignements, notamment avec les technologies récentes, avec des drones et tout les restes. Et donc, aujourd'hui, pour nous, cela est bien clair. Cela est bien clair que nous faisons face à une menace terroriste islamiste. Nous avons plusieurs éléments qui convergent et qui permettent d'arriver à une telle conclusion. Mon général. Merci pour la question. Son Excellence vient de le dire. Dans les profondeurs, là où c'est tous les bastions, nous avons des positions là-bas, même avant les opérations conjointes. Vos troupes sont là-bas, dans des positions que vous appelez Madina par exemple. Il y a des grottes, il y a des bunkers qui nous a coûté beaucoup de sueur, beaucoup de sang et beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et au moment où je vous dis,
nos militaires, même avant les opérations conjointes, s'y étaient déjà installés. Et vous savez, ces militaires-là, comment ils vivent là-bas? Même pour boire de l'eau, il faut leur amener de l'eau par hélicoptère. Vous voyez? Les ravitaillements de même. Un militaire blessé, pour le sortir de là, il faut une section. Une section, c'est-à-dire 11 personnes. Alors, les engins pyrotechniques avec des charges explosives, que avec votre veste, vous pouvez aussi le porter. Mais vous pouvez aussi le porter sur vous. Non, j'ai dit ceci. Pascal n'est pas terroriste. Non, il n'est pas terroriste. Avec votre veste, vous pouvez aussi l'enfiler. Mais c'est la population. Les gens sont en train de circuler. Le service de sécurité là n'est pas un magicien pour dire, ou bien un petit dieu, pour dire que celui-là, il doit être un terroriste. C'est-à-dire le terroriste, il est dans la population. Excusez-moi, il est fondu dans la population. Et ce sont des cellules dormantes. Une fois en profondeur, ils sont acculés, traqués. Voilà la réaction. Ils s'acharnent contre notre population. Ils sortent dans des agglomérations. Mais en sortant dans les agglomérations, c'est comme d'autres citoyens. Comme d'autres citoyens. C'est difficile. On le connaîtra peut-être quand il est arrêté. Ou tu vois, nos vigiles de cette terrasse l'ont vu assez bizarre. Et ils l'ont juste arrêté au moment où ils savaient qu'il a été connu, directement suspecté plutôt. Il actionne et voilà l'explosion et nous avons connu. Donc c'est difficile de dire lutter contre les terroristes, il y a un front où nous pouvons nous mettre comme ça pour sécuriser. Non, ils circulent, ils sont là, il peut être même un montard, il peut être transporté. Donc ce sont des choses vraies, le terrorisme, ça passe comme un voleur. Merci. Et ça frappe. Je crois que pour finir sur cette question, le risque zéro n'existe pas dans tous les dispositifs sécuritaires. C'est pour ça que justement, par rapport à la complexité de cette menace, et c'est ici le lieu de louer la bravoure de la population de Béni qui collabore avec les services des renseignements lorsqu'il y a de mouvements suspects. Et donc, ce qui s'est passé, il faut considérer que c'est une interpellation supplémentaire pour continuer la vigilance, pour être en mesure de déployer un dispositif plus important parce qu'il y a des risques, parce que plus nous allons les traquer là où ils sont, plus ils voudront s'apprendre à des populations innocentes. Et donc, c'est pour ça que nous lançons un appel à la vigilance et que tout le monde doit être en mesure de remarquer de faux mouvements, les signaler aux autorités. Prochaine question, ce sera Oscar Mbal et puis ce sera Benoît. Excellence, merci pour la parole que vous m'accordez. J'ai eu à couvrir les activités à Béni, à Bunia, à Irumu, dans les secteurs opérationnels. La guerre que la RDC connaît dans sa partie orientale, c'est une guerre d'usure. Son Excellence l'a dit, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, la partie Est constitue aujourd'hui les ventres mous. Les ventres mous sur le plan sécuritaire. Mon lieutenant général, si le chef de l'État vous a choisi, c'est compte tenu de votre background. Vous êtes un militaire aguerri. Vous avez fait des prouesses sur la ligne de front et le dévolu du commandant suprême est tombé sur vous. Ma question est celle-ci. Parce que l'impression que nous avons, l'insécurité commence à se déporter. Maintenant, des attentats qu'il y a en Ouganda, maintenant c'est en plein cœur de la ville de Goma. Qu'est-ce que j'ai dit? Béni. De Béni. Je ne suis pas un prophète de malheur. Il faut contenir vraiment cette situation. La question, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une guerre asymétrique. Vous savez, ils sont dans la forêt. Les massifs de Ruwenzori, c'est une forêt touffue. Ça fait plus de 20 ans qu'on entend ces discours. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui pour qu'on puisse mettre fin à ces cycles d'insécurité dont vous avez parlé? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les Congolais sont friands de la sécurité.
ils veulent entrer dans, ils veulent festoyer, ils veulent jouir des richesses de leur pays. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour arrêter ces cycles de violence dans la partie est de la RDC? Par cette histoire de terrorisme, ça a commencé depuis très longtemps, on n'en faisait pas un cas, mais aujourd'hui on commence à confirmer qu'il y a du terrorisme dans la partie est. Moi j'étais à Béni, il y a eu des bombes artisanales qui étaient jetées au marché de Béni. Heureusement à son temps, ça n'avait pas explosé. Mais l'histoire commence à se répéter. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter? Je pense que c'est ça ma question. Merci. Voilà. Il faut combattre le terrorisme. Il faut combattre le terrorisme. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et combattre le terrorisme aujourd'hui ne peut pas être le seul problème de la République démocratique du Congo. Vous voyez? D'autres pays ont reconnu effectivement que les ADF sont un mouvement terroriste. Notamment les États-Unis, le Canada et plusieurs. Tout à fait. Et les autres ne les reconnaissent pas encore. C'est-à-dire que c'est une histoire assez très complexe. Il faudrait qualifier ces terroristes en mouvement véritablement terroriste. Et aussi, on ne peut pas combattre les terroristes seulement par un pays. Vous venez de le dire, c'est transfrontalier aujourd'hui. Raison pour laquelle nous menons aujourd'hui cette opération conjointe avec le PDF. On ne sait jamais. Hier, c'était la Mozambique. Vous avez appris ça. Et c'est toujours cette cellule qui se détache. Et ils vont et ils reviennent. Demain, ça peut embaser toute l'Afrique centrale. N'est-ce pas, les 5 pays du Sahel en connaissent et ça perdure. C'est-à-dire aujourd'hui, nous continuons avec les efforts que nous sommes en train de faire, avec les moyens de la République, avec notre population, et demain aussi avec la communauté internationale pour mettre fin à cette situation. Moi je crois, c'est comme ça qu'on peut lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, lui, il peut frapper à n'importe quand. Un ADF peut prendre un avion, venir ici. Un ADF peut prendre l'avion, descendre à n'importe quel territoire. Ça ne doit pas être seulement un problème qui concerne la République démocratique du Congo aujourd'hui. En tout cas, ça dépasse la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de conjuguer les efforts, y compris les efforts internationaux. Merci. Je crois que le général a raison, parce que lorsque vous regardez les terrorismes aujourd'hui, même les Américains, ils sont à la tête d'une coalition mondiale de lutte contre Daesh. Le général a parlé du Sahel. Vous allez dans les bassins du lac Tchad, là où il y a le Boko Haram. Vous regardez des pays comme le Tchad, le Nigeria, le Cameroun. Le terrorisme est une menace qui se combat en coalition entre États. Et c'est ce que nous faisons chez nous pour un cancer qui s'est métastasé, et surtout que les ADF sont originaires de l'Ouganda initialement. Et donc, il y avait un besoin pressant d'isoler, de combattre fortement cette menace, parce que nous faisons face à d'autres impératifs sécuritaires qui ont d'ailleurs motivé la décision du président d'instaurer un état de siège dans cette partie du territoire national. Pour rappel, là-bas, nous devons faire face à deux types de menaces. Les menaces de groupes étrangers, notamment les ADF, les FDLR, et les menaces des groupes armés locaux qui sont comptés par centaines. Je ne voudrais pas ici parler d'autres menaces entre guillemets auxquelles nous devons faire face, la faim et les autres problèmes sociaux qui sont entachés à cette partie du pays. Donc aujourd'hui, nous voulons être sûrs que nous avons mis en place, mis en œuvre un programme stratégique qui nous permet de mettre fin à la menace la plus violente. Parce que la guerre des ADF, les statistiques qui m'ont été données tout à l'heure, a déjà fait 3 à 4 000 morts. C'est énorme. C'est énorme. Ce ne sont pas autant d'Ougandais qui sont morts du fait de cette œuvre des Ougandais qui sont venus chez nous depuis une bonne dizaine d'années. Et donc là, la détermination du président de la République est sans faille, et c'est partagé avec les autres chefs d'État de la sous-région, parce que vous avez
sûrement lu qu'il y avait une cellule terroriste qui a été découverte au Rwanda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des intentions, pour ceux qui proclament Madina ici, il y a des intentions d'instaurer une forme de califat ou une forme de faire de la région de Grand Lac une région, un berceau du terrorisme avec toutes les ressources qu'il y a. Ça risque d'être une terre où ça peut prospérer. C'est pour ça qu'il y a justement cette stratégie de choc qui a été mise en place pour être sûr que nous faisons de notre mieux pour que cette menace ne s'étende plus. Et vous pouvez compter sur la détermination du président de la République, du gouvernement, pour tout mettre en place, y compris avec nos partenaires de la sous-région, mais pourquoi pas une coalition mondiale? On espère vivement que la coopération avec l'armée américaine reprendra vite. Ils ont des experts qui sont venus pour voir dans quelle mesure on va vers la fin du terrorisme dans cette partie de notre pays. Prochaine question, Benoît Niembo. Mon général, ma question s'adresse à vous. J'ai deux petites questions. J'ai suivi il y a 2-3 jours, je crois le 22 ou le 23, où il y a la société civile qui réclamait dans une radio locale à Béni, qui réclamait à ce que les autorités allègent un peu le mesure sécuritaire pour qu'ils fêtent bien à Béni. La question est celle de savoir, est-ce que vous avez allégé les mesures sécuritaires? Est-ce que vous avez pris compte de tout ça? Parce que ce n'est pas la première fois qu'une bombe explose à Béni. Est-ce que vous avez pris toutes les mesures préventives par rapport à cette festivité à Béni? Deuxième question, toujours mon général, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des habitants de Béni après cette explosion? Parce qu'ils ont... est-ce qu'ils ont toujours confiance à l'état des sièges? Merci. Merci pour la question. Le dispositif sécuritaire, c'était pour sécuriser la population. Vous savez que pendant l'état de siège, il y a des restrictions que la population doit comprendre et que c'est pour leur bien. Et c'est ce que nous avons fait. Vous l'avez suivi ici. Le cas particulier de Béni, nous commencions donc le couvre-feu à 20 h. Et dans d'autres villes, telles Butembo et Goma et ailleurs, on allait à partir de 21 h. Pourquoi Béni? Parce que c'est l'épicentre de notre effort principal. Et devant la situation actuelle, mais nous devons renforcer la situation, le dispositif sécuritaire. Nous sommes condamnés à le faire, c'est notre job. Je l'ai dit que notre population nous comprend, parce que c'est pour leur bien. Votre prédécesseur venait de dire que vous avez mis des dispositifs sécuritaires. Je venais d'expliquer comment les dispositifs sécuritaires étaient mis en place et comment l'ennemi peut passer entre les mailles. Et cet ennemi-là, c'est un terroriste, c'est du terrorisme, il vit avec nous. Et je l'ai précisé que c'est une cellule dormante. C'est-à-dire, notre population doit comprendre que c'est comme ça. Pendant l'état de siège, bien sûr, il y a beaucoup de restrictions que nous devons prendre en patience. C'est pour le bien de la population. État d'esprit des habitants actuels à Béni, mais ils sont sous le choc. Nous compatissons avec notre population. Je venais d'adresser ma profonde tristesse à la population. Et aussi ma compassion à mes administrés qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. Demain, je vais prendre l'avion, je serai à Béni pour être à leur côté. Et nous allons leur apporter un soutien, tant psychologique, moral, et pourquoi pas financier. Donc, notre population de Béni aujourd'hui
son état d'esprit, ils sont sous le choc. Mais nous les encourageons. Moi, je leur dis ici qu'ils ne doivent pas céder à cela, à l'intimidation de l'ennemi. Nous devons combattre cet ennemi-là jusqu'au bout pour dire que nous sommes attachés à notre terre et que nous ne céderons pas cette terre aux terroristes qui veulent en faire leur bastion, qui veulent en faire leur califat pour développer le terrorisme au centre de l'Afrique. Là, nous disons non. Et je vous l'ai dit, c'est ensemble avec notre population. Ils ont déjà compris ça. Ils sont très attachés à leur terre. Merci. Merci beaucoup, mon général, pour les réponses. Je vois que les questions se bousculent, les temps aussi. Alors, on va prendre une question rapidement pour 4 intervenants parce que nous devons terminer à 20h. On va prendre Tite Lyongi, Marlon Kachamou, Richard Chako, Eric Izami et Didier Kebongo. Comme ça, on prend toutes les 5 et s'il vous plaît, ne soyez pas lents, comme ça nous permet de les ramasser. Il y aura M. Dani Akongo, il finira par m'en vouloir. On prendra votre question pour terminer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette opportunité. Ma question, c'est à Lingala. 2 petites questions. La première question, Monsieur le Ministre, Touyambi, ma réaction, il y a tout mingi, pour ne pas dire Bakonzi mingi Yamboka, Tolandi Jean-Pierre Bemba, Tolandi réaction, il y a Moïse Katumbi, Petongi Toyeba, Nangambo Nayo, ministre Mouyaya, Oye Salemi à Beni, Makaniste Mezani. Deuxième question, Monsieur le ministre, Tozali Wapina, où est le processus, il y a démobilisation et réinsertion, où il y a qui option moko par excellence pour gérer problème. Il y a guerre, il y a Est, par voie diplomatique. Il y a Sabiso, Tozali Wapi, pe mécanisme ni bozo sala poete, bawe basimbi mantu qui tang supona nzala, to na lokoso, bote bazonga penda na raison. Bon, alors je veux vous répondre directement. D'abord, nous saluons les différentes réactions des acteurs politiques de premier plan après ce qui s'est passé. Ah, Nakoko Tangope Naningala. Parce que face à cette nature de menace, nous ne pouvons qu'être unis. C'est le genre de moment où toute la nation se rassemble autour du président de la République, derrière nos forces armées, des forces de sécurité, pour que nous puissions tous ensemble nous assurer que nous faisons tout pour combattre une menace commune et existentielle à notre nation, parce que la population de Béni a été longtemps meurtrie. Et nous pensons qu'il est important qu'un véritable élan pour ce qui concerne les opérations militaires et sécuritaires se décide au sein de la classe politique pour que dans la paix, pour que dans la concorde, nous puissions nous dire que nous tous, on a concouru à régler les problèmes sécuritaires parce qu'ils durent autant d'années. Narolobanalinga la boye. Biso gouvernement, Makambo et l'équipe na Béni. Naba réaction nyonso, yabakambi yaba parti politique au babimisi, et la kisi ke biso nyonso tolingi kinya, et zonga mesikawana. Tokoki ko swana, tokoki ko potana. Pona Makambo etali ba positionnement politique na biso, c'est normal. Mais leur menace est comme qu'on toucher une itamboka. Leur natango tozo célébrer Noël. Binomo boye bindenge Kongo mobimba. Naba pasi nabiso tozela ka mukolo ana poto sangana naba famille nabiso. Mais mukolo ana ba eko attaquer biso. Je crois que tout leader politique ne peut que condamner cette initiative et ne peut que soutenir. Et j'espère que Siko et Torota là, comment on va créer un véritable élan pour que naba polémique nabiso. Nakoswana nabiso toyebake oyetali kobate la ekolo oyetali sécurité mutu asakana nango te. Donc l'initiative et cette réaction des hommes politiques est une réaction à saluer. Ça prouve que nous tous, comme le général a dit tout à l'heure, nous tenons à l'unité et à la sécurité de notre pays. Bon, sur la question de la démobilisation, on y répondra bientôt. Je ferai venir dans le cadre d'un briefing le coordonnateur du PDRCS. Comme ça, il vous donnera le point dans les détails. Mais pour nous, c'est un pilier majeur de la stratégie, notamment pour ce qui concerne les groupes armés locaux. Marlon Kachamou. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous. Et puis, on avait mis une question à chacun, mais bon, allez-y. La même question sera complétée par
le gouverneur. Monsieur le ministre, nous étions tous ici à Kinshasa. Nous avons suivi avec bien évidemment, je ne sais pas les mots que je dois utiliser pour accentuer cela, avec attention, acuité, les déclarations du président de l'Assemblée nationale, mais aussi de son vice. Il a dit ceci: quitter les groupes armés. Il faisait cette déclaration à l'endroit des autorités, de certaines autorités de ces pays, mais également des députés nationaux. Et son vice-président, Jean-Marc Abound, a relayé cette même déclaration: quitter les groupes armés. Vous, à votre niveau, au niveau de l'État congolais, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées pour déceler ces gens qui sont des mèches avec les groupes armés, avec l'ennemi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Monsieur le gouverneur, sur le terrain, est-ce que vous arrivez à traquer, je pèse bien les mots, traquer, entre guillemets, l'ennemi qui est déjà infiltré ou qui s'est déjà infiltré au sein de la population, ou vous les faites par complaisance? Merci. Oh là là. On va prendre la prochaine question et nous y répondrons tous en une série. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Ma question, la première vaut pour vos deux, le ministre de la Communication et Médias ainsi que le gouverneur. Où sont passés ces chefs coutumiers qui pouvaient jeter de l'opprobre ou, je ne sais pas, un mauvais sort, envoyer des abeilles, je ne sais pas quoi on nous a raconté par nos parents à l'époque de Moulélé et autres. J'étais en fin novembre. Avec la question, s'il vous plaît. J'ai posé la question, parce que le problème est complexe. On dit que nous devons nous tous mettre la main à la pâte pour résoudre le problème, combattre l'ennemi qui vient chez nous. Est-ce qu'il vous arrive de consulter ces gens-là qui pouvaient faire du mal à ceux qui viennent nous embêter? Fin novembre, j'étais au Nord Kivu, j'ai rencontré même monsieur le gouverneur, à qui j'avais posé un certain nombre de questions. Il disait que ce sont souvent les jeunes gens qui sont instrumentalisés par l'ennemi comme pour venir faire du mal. Alors vous avez installé, avec l'aide des autorités à partir de Kinshasa, félicitations pour le gouvernement, l'INPP qui est arrivé là-bas pour lancer la formation de jeunes, ainsi arriver tant soit peu à les occuper utilement. Aujourd'hui, la question c'est, la tendance est-elle à voir venir les jeunes vers la formation ou pas? Et la dernière, qu'allez-vous faire pour maintenir, déterminer ces populations que vous dites être choquées, particulièrement ceux qui sont à Béni, parce que le coin devrait quand même être béni, mais il semble qu'il porte un peu mal son nom, Béni. Béni. Je reste convaincu que Béni est béni. Richard Chacon. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mon général, je vais revenir sur ce qui s'est passé lundi dernier à Goma. Il y a eu ville morte, mais qui s'est transformée en manifestation. Il y a eu mort d'homme. Vous avez promis de traduire en justice les organisateurs de cette manifestation. On peut savoir où est-ce que vous en êtes et comment vous pouvez expliquer que le fait que quand il y a manifestation de la population qui n'est pas armée, mais que les forces de l'autre puissent user des armes à feu. Merci. Merci. Didier Kebongo. En général, quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous vous heurtez pour ramener la paix à l'Est, 7 mois après l'instauration de l'état de siège? Et puis, êtes-vous optimiste sur le retour de la paix dans cette partie du pays à plus ou moins longue échéance? Merci d'être allé droit au but. Dernière question. Merci pour la parole. C'est Dani à Congo des Scoops. Mon général, à mon avis, une guerre ne se gagne pas seulement en envoyant des troupes ou en les surarmant. C'est aussi les renseignements. Est-ce que aujourd'hui, notre armée est capable de couper le pont de ceux qui arment nos ennemis? Parce que jusqu'après 20 ans, ils sont toujours armés
ils sont toujours approvisionnés. Qu'est-ce qui se passe pour que cela ne s'arrête pas? Et puis, une petite sous-question. Ces ennemis qui sont quand même des étrangers chez nous, nous ne pouvons pas dire qu'ils connaissent notre forêt plus que nous. Vous avez esquissé une certaine complicité au niveau national ici. Pardon? La complicité. Parce que pourquoi ces hommes, ils continuent d'être armés, et pendant que chez nous, un collègue venait de le dire bientôt, on demande à nos autorités, à certains de nos autorités, de quitter les groupes armés. Et ils sont en tête. Alors, et ça continue. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Voilà, je veux commencer, le général va me compléter et je reprendrai la parole pour conclure et notamment pour répondre à la question de notre ami de la RTGA. Alors, Marlon Kacha, moi, parlait quitter les groupes armés, qui est venue une expression encore qu'il faudrait peut-être retrouver le contexte dans lequel le président Mbosso l'avait dit et comment cela a été repris. Mais pour nous, comme gouvernement, nous ne voulons pas aller dans... Les problèmes sont connus à l'Est. Parce que c'est des problèmes qui durent depuis 20 ans. Et vous regardez, lorsque nous parlons des ADF, ils y sont depuis 20 ans. Donc forcément, il y a eu des habitudes qui se sont créées. Ils se sont mariés, ils se sont communautarisés, ils vivent dans la population. Et parce qu'il s'est développé qu'une forme d'économie de guerre dans la sous-région, parce que si nous devons regarder la complexité des questions là-bas, c'est aussi lié à la présence des richesses. Il faut produire du café, il faut produire du cacao, il faut avoir le contrôle sur un certain nombre de choses. Et donc, il faut situer l'interpellation du président Mbosso dans cet ordre-là. Ça veut dire que les populations ou même les collègues députés de cette partie du pays endurent de vrais sacrifices. Parce qu'ils doivent faire face quotidiennement à des électeurs qui décèdent, à des attaques. Vous avez suivi encore des relents, des attaques dans le Rutshuru et tout le reste. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver à faire une coalition. Parce que nous avons instauré l'état de siège. Si vous suivez, on vous dira qu'il y a des interpellations qui se font, il y a des services qui opèrent, mais malheureusement, tout ne peut pas être amené sur la place publique. Parce qu'au-delà des déclarations qui ont été faites, il y a un suivi qui a été fait au niveau des services, notamment de renseignement, pour arriver à retracer qui l'un ou l'autre peut avoir. Nous suivons par exemple sur les réseaux sociaux, nous voyons qui partage quoi, qui dit quoi, de quelle manière cela est dit, et les travails de service, c'est de justement arriver à remonter pour retracer, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui tirent un certain profit de cette situation d'une manière ou d'une autre. Cela doit être dit parce que c'est aussi cela, une facette de la complexité de la question. Mais maintenant, ça c'est le problème. Ça c'est le diagnostic. Nous, comme gouvernement, nous voulons amener la solution. La solution, le président de la République y était pendant 3 semaines. On se dit, il y a des problèmes qui requièrent une diplomatie régionale. Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisions face à des menaces avec notamment de groupes armés étrangers. Qu'est-ce que nous faisons? Nous approchons le Rwanda, nous approchons l'Ouganda, nous approchons le Burundi pour qu'au plan diplomatique, pour ce qui concerne des groupes armés qui ont des liens avec ces pays, nous puissions l'isoler et résoudre le problème à ce niveau-là. Nous revenons chez nous. Nous nous disons, par rapport à la nature de la menace, à ces cancers qui se métastasent, il faut monter d'un cran les dispositifs sécuritaires. Nous instaurons l'état de siège. Nous nommons les gouverneurs militaires, les administrateurs policiers, pour nous dire, bon écoutez, cette fois-ci, nous avons aligné les meilleurs de nos hommes, ceux qui peuvent le mieux appréhender la nature de la menace. Deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est de dire, pour les groupes armés locaux, parce que ce sont nos enfants, lorsque vous allez, par exemple, à Nitouri, vous parlez avec le gouverneur militaire, il vous dit que les enfants Codeco, là, ce sont des enfants de ses administrés. Ce sont vos propres enfants qui se sont égarés. Comment vous gérez? Est-ce que vous leur opposez la puissance des feux de l'armée
Ou est-ce que vous dites, nous les approchons pour voir si nous pouvons les récupérer? Alors, pour les récupérer, il faut un dialogue avec la communauté. Il faut une discussion. Il faut une discussion, il faut mettre en place le programme des DDR, DDRCS. Parce qu'ici, l'objectif, ce n'est pas de sortir ces enfants de groupes armés pour les remettre dans l'armée. Ici, l'objectif, c'est de les sortir des groupes armés et les remettre dans la vie civile. Ensuite, il y a des problèmes sociaux liés à la présence ou à la manifestation de l'État à travers ses services, des problèmes économiques qui sont liés au contexte général du pays. Et donc, aujourd'hui, nous, au niveau du gouvernement, sous la houlette du président de la République, nous avons toutes les pistes de solutions déployées en même temps. Bon, cela requiert pour l'armée plus d'efforts parce qu'aujourd'hui, par rapport à la complexité de la région, il faut acquérir des équipements appropriés, il faut former les militaires, il faut donner tout ce qu'il faut pour être sûr que voilà, nos équipes, nos troupes sont suffisamment nantis pour faire face à ce type de menaces. Nous les faisons, mais parce que c'est le terrorisme. Alors, nous devons voir avec les mécanismes régionaux. Voilà le dispositif qui est mis en place. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est un dispositif qui donne des résultats. Parce que nous avançons au plan diplomatique, au plan opérationnel. Il y a des avancées, au-delà de tout ce que les gens disent, mais aujourd'hui, nous parlons des Béni. Vous savez que dans un passé récent, même parler de ce qui se passait à Béni, il y avait comme une omerta là-bas. Aujourd'hui, régulièrement, moi qui vous parle, je me suis rendu à Béni 3-4 fois. Le Premier ministre s'y est rendu au point que les gens se disent, mais pourquoi ils vont toujours là-bas? Et même le président de la République, pourquoi, entre guillemets, on lui en veut dans la région où il est originaire? On dit, Monsieur le Président, vous vous occupez que de cette partie-là. Mais parce qu'aujourd'hui, toute la mobilisation du pays, c'est de nous assurer que nous avons remis la sécurité. Parce que c'est la sécurité qui permettra à ce pays d'être perçu différemment, de se développer et d'avancer. Alors, Éric Izam, il vous parlait des chefs coutumiers. Écoutez, je ne saurais pas aller dedans parce que je n'ai pas assez d'éléments, mais je souhaite que vous puissiez parler à vos chefs, juste sûrement dans la langue qui est la vôtre, dans les rituels qui seraient les vôtres, pour que ces chefs puissent agir et puissent nous aider à régler les problèmes. Voilà un peu, de manière amassée, ma réaction à ces questions. Mon général. Rapidement, Excellence, vous arrivez-vous à traquer l'ennemi qui est infiltré dans la population? C'est comme une complaisance. Non. La traque de l'ennemi s'est faite sur deux plans. Nous sommes en profondeur, c'est-à-dire dans la forêt, parce que vous ne connaissez pas encore la région. C'est une forêt dense. On va faire un voyage de presse avec les volontaires. Allez chercher cet ennemi-là dans la forêt, allez le traquer. Nous ne pouvons pas faire d'une façon, continuer à faire d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire aller chercher comme on cherche la poule dans le chevet. C'est-à-dire il nous faut des moyens. Aujourd'hui, il faut des instruments, il faut des drones, il faut des moyens aériens, ainsi de suite. Et nous le faisons, mon frère, avec le moyen de la République, avec les moyens que la République met à notre disposition. Nous ne sommes pas un pays nanti. Nous le faisons avec les moyens de la République. Et dans les agglomérations, je ne cesse de le dire, ça fait 3 fois que je répète, l'ennemi là, nous vivons avec. Ça dit, il peut frapper à n'importe quand. Nous vivons avec. Et c'est pourquoi nous cessons de dire à notre population de toujours nous accompagner. Et nous avons la foi. Si vous m'avez posé la question, si je suis optimiste, oui, je le suis. C'est la mission qui nous est donnée et nous allons l'assumer. Les jeunes qui se rendent ou ceux qui sont traqués, vous les récupérez. Dernièrement, vous avez ouvert, ce n'est pas moi, c'est le ministre de l'Emploi qui a inauguré l'INPP à Goma. Oui, mais là, c'est une organisation, je crois, son Excellence vient de le dire, dès que le PDDRCS va se mettre en place en activité, je crois, ça prendra, moi je ne peux pas embrasser
Ceux qui se rendent, mais j'aurai trop dans les bras. Donc je m'occupe des opérations, les rendus, tout ce qui est orientation, dans les formations, ainsi de suite. Il y aura des gens qui vont, ou des structures qui vont s'en occuper. Le récent événement de Goma, c'est vraiment de l'intoxication. Je vous assure, ce n'est pas facile de gérer l'intoxication. Et vous voyez un intellectuel tout fait qui se met devant, il dit, je suis ici à la Grande Barrière. Je ne sais pas, ceux qui connaissent Goma connaissent la Grande Barrière, mais c'est la frontière de la République démocratique du Congo et de la République sœur du Rwanda. Et à cet endroit-là, il a tous les services. Ceux qui ont vu l'image, c'était la journée. Et il était le seul à avoir entré cette police-là, les policiers rwandais. Donc, à Goma. Et plus encore, il a dit qu'il est médecin. Bon, je peux dire qu'il est un grand intellectuel. J'ai suivi jusqu'à la mairie. À la mairie. C'est-à-dire, tout le monde, les services de la communauté de sécurité ne voit pas ça pendant la journée. Et c'est comme ça. On jette ça dans la population. Et ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui a enchanté, c'est que vous faites allusion. Les difficultés, bon, j'ai déjà répondu, si vous êtes optimiste, j'ai dit oui, je suis optimiste. Moi je crois que ça va, c'est terminé. C'est pourquoi j'ai fait, d'ailleurs, dire à la population que là, on est ici, il faut ici là. Vous ne croyez pas que ça doit se terminer? Et alors, il faut ici là. Le renseignement, depuis tout ce temps, qui arme les groupes armés. Mon frère, c'est depuis 1997 qu'il y a la succession des rébellions, des guerres à l'Est. Pendant tout ce temps-là, mais ce sont les armes légères qui circulent. Et les armes légères, mais c'est tout le mafia autour de ça. Pendant que nous sommes là, nos frères, les groupes armés locaux qui avaient pris les armes, vous connaissez le mobile? Mais c'était lutter contre les envahisseurs et protéger notre population. Je crois les Maïmaï se disaient comme ça. Mais aujourd'hui, et c'est cette raison, dans les territoires de Massissi, Niragongo, Rutshuru, Lubero, Walikale, peut y avoir encore raison. Au contraire, ils doivent cesser avec l'insécurité et soutenir les forces armées. Prenons l'exemple de la chefferie des Bachou. Jadis qui n'était pas touché par les ADF. Aujourd'hui, après la conquête de Moalika, on voit les ADF réapparaître dans les Bachou. Nous déployons rapidement les unités pour neutraliser ces ADF. Et voilà, nos frères, les groupes armés locaux, quels mobiles, ils doivent encore s'acharner aux forces armées qui luttent contre les ADF qui égorgent notre population. Les renseignements font son travail et ça dure. Il y a eu des années passées, plus de 20 ans que les armes légères circulent dans cette province. Les ennemis sont étrangers. Existe-t-il de complices à l'intérieur? Je crois son Excellence venait de donner quand même cette réponse. Quand l'honorable président de l'Assemblée dit « sortez des groupes armés », c'est comme on dit à Lingala, à Boaki Libanga, Nakatamolili, ceux qui osent vivre. Et ça doit être, ça les interpelle aussi. Qu'est-ce qu'on a constaté? Pendant que nos groupes armés locaux prenaient les armes, mais c'était derrière chaque communauté. Ça, ce n'est pas un secret, c'est la vérité. Il faut qu'on se le dise aussi. Mais quand on dit qu'il y a des communautés, mais dans les communautés, il y a des parents,
Il a des leaders, il y a des gens qui peuvent dire que non, maintenant, ça a trop duré, ça doit cesser. C'est dans ce sens-là que l'honorable président a dit, mais sortez de là. Il n'a pas pointé quelqu'un pour dire, il a lancé un appel. C'était ça. Merci. Voilà, merci mon général. Nous reviendrons sur vous pour un mot spécifiquement aux populations de Béni. Je voudrais répondre à la question de mon ami de la RTGA qui a parlé, qui est revenu sur l'utilisation de l'expression Machamoumenu, que le président de la République a utilisé au cours de son séjour dans le Kasaï. D'abord, je crois qu'il y a une nécessité pour nous tous de commencer à apprendre nos 4 langues nationales. Moi, j'en connais déjà 3. Je suis un apprenti en Chiluba. Je serai heureux de recevoir de cours. Mais lorsque vous allez chez les Mongos, lorsque vous saluez un Bokulaka, on dit toujours Bokulaka Losako. Et le Bokulaka vous répond et la Kanjakomba. Ou plein d'expressions. Et donc, le président de la République s'est retrouvé dans un cadre, je dirais, familial. Même si sa famille reste la République démocratique du Congo, comme pour nous tous d'ailleurs. Et il parlait en langue locale. Parce qu'aujourd'hui, si moi je vais à l'Équateur, si je vais dans le Congo central, si je peux parler en Kikongo, encore mieux. Parce que ça me rapproche davantage des populations, de mes interlocuteurs. Alors, le président de la République s'adresse à cette partie de la population qui est meurtrie du fait de la pauvreté. Regardez l'état de l'Amiba, qui était la principale compagnie qui tenait la province du Kasaï oriental, l'ex-Kasaï oriental. Vous avez les défis en termes de route, en termes d'accès à eau, en termes d'électricité. Le président de la République, même si sa province, c'est la RDC, mais c'est là-bas qu'il tire ses racines, ses origines. Les compatriotes de cette partie du pays sont quelque part en droit de se dire « Ah voilà, lui il fera plus attention à nos questions ». Parce que si le président de la République commence à réfléchir matin, midi, soir pour régler les problèmes de sa province d'origine, donc il n'a pas compris son rôle. Le président de la République doit régler les problèmes de tout le pays, de toute la République démocratique du Congo. Lorsque vous êtes dans une position de parent, vous arrivez dans un contexte où naturellement il y a eu beaucoup d'attentes. Ne dit-on pas que les linges sales se lavent en famille? Parce que le président de la République, en les 10 ans, il a porté la responsabilité de toute la situation sociale et de toutes les difficultés que cette partie de la population endeuille. Donc il était dans son droit d'utiliser les formules qu'offre la belle langue Chiluba pour qu'il puisse s'exprimer et qu'il soit mieux compris. Il faut situer ses propos dans son contexte. Parce que ceux qui veulent le ramener en disant que lui c'est le sang de là-bas, mais le président de la République n'a-t-il pas dit qu'il était prêt à donner sa vie pour que la paix revienne dans les Kivu? Le plus long séjour du président de la République à l'intérieur du pays, n'était-ce pas dans les Kivu? Est-ce que vraiment vous allez sortir une expression consacrée dans une de nos langues, dit dans un contexte précis, pour aller vers des conclusions du genre « Ah non, nous ne sommes pas ses frères ». Mais est-ce qu'il y a meilleure preuve de fraternité, par exemple pour nos compatriotes de Goba, que d'avoir le président installé pendant autant de temps? Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous devons commencer à bannir ces démons de tribalisme. Parce que fort malheureusement, ceux qui l'utilisent, ce ne sont pas les populations des Kasumbalesa ou des Boudjala ou des Bongandanga, ce sont les intellectuels à Kinshasa qui sont les premiers propagateurs du tribalisme. Ils veulent exacerber une question que l'on sait sensible simplement pour nuire, alors que l'intention du président de la République, c'était de s'amender, de porter le poids de toute la province et de rassurer cette population
que des choses seront faites comme des choses se font partout. J'espère que cela est bien clair et que les gens ne vont pas, à la suite de mon propos, alors chercher encore des propos, ceci, cela, parce que malheureusement nous sommes doués dans ça. Mon général, je vous donne un mot pour vous adresser à vos administrés de la province du Nord Kivu de manière générale et aux populations de Béni en particulier. Je dis à toute la population du Nord Kivu d'être fort, d'être forte de suite de l'événement que nous venons de connaître, et puis particulièrement aux habitants de la ville de Béni, que je les encourage, je l'ai dit ici, et que je sais qu'ensemble nous n'abandonnerons pas même un centimètre de notre territoire de Béni. Et nous les rassurons que tout ce que feront ces ADF pour en faire leur califat, non, nous c'est la République démocratique du Congo. Nous allons faire un appel peut-être à tout le monde, pourquoi pas à toute l'armée, que nous irons tous finir là-bas pour récupérer l'intégrité de notre territoire. Ça ne passera pas. Merci. Ça ne passera pas, le général l'a dit. Aujourd'hui, ceux qui attendent le journal doivent nous excuser parce que nous étions un peu plus longs par rapport à la nature de la question. Je rappelle, on vous partagera les documents qui reprennent les bilans parce que nous avons les données détaillées des noms de toutes les personnes qui ont été tuées. Nous voulons souhaiter la paix à leurs âmes et dire que le gouvernement va assurer tous les suivis qu'il faut auprès des familles. Notamment, nous voulons aussi rappeler, un peu comme Eric Kizami a posé la question tout à l'heure, que le vrai remède à la situation que nous connaissons, c'est l'unité. Il faut que maintenant, nous tous, nous puissions construire une unité, un élan national autour de notre armée, autour du gouvernement, pour régler la question sécuritaire à l'Est. Cette attaque terroriste aurait pu survenir partout. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui doutaient de la gravité des faits qui se passent dans la province, dans les provinces sous état de siège, cet incident doit nous rappeler la nécessité pour nous, tous les Congolais, de nous rassembler, de faire confiance à notre armée et à nos services de sécurité pour que nous puissions tous construire la paix dans cette partie du territoire national. Nous vous remercions pour vous être déplacés un dimanche. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est la preuve justement de votre engagement patriotique à contribuer pour le retour de la paix. Nous disons tous Bendele et Koyate. Merci beaucoup, mon général.